Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon, brin des lilas, fleur de pantin. Il est né le 24 août 1916 à Monaco. Il est l'un des artistes de la francophonie parmi les plus influents de sa génération. Il a laissé une œuvre immense qui s'étend sur près de 50 ans. Il était auteur-compositeur, interprète, pianiste et même chef d'orchestre. Et surtout, grand poète. Il a touché à toutes les disciplines, composant dans tous les domaines. Les artistes lui ont rendu hommage à travers les décennies en interprétant ses chansons. Voici un hommage au grand Léo Ferré. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste Léo Ferré est le fils de Joseph Ferré et de Marie Scotto. Le jeune Léo a vécu une enfance douce et heureuse. Très tôt dans sa vie, le petit Léo s'intéresse à la musique. À 7 ans, il se retrouve dans le chœur de la cathédrale de Monaco. Il est en contact avec les œuvres classiques qui influenceront plus tard toute son œuvre musicale. Il entend Beethoven sous la direction du grand chef d'orchestre Arturo Toscanini. Il aura même la chance de voir Maurice Ravel pour les répétitions de L'Enfant et les Sortilèges. À 9 ans, son père Joseph, qui est un homme très rigide, décide d'envoyer son fils en pensionnat chez les frères des écoles chrétiennes au collège Saint-Charles de Bordighera en Italie. Ce séjour va durer 8 ans, alors que Léo va souffrir d'une grande solitude. Il continue néanmoins ses études dans la musique qui occupe toutes ses pensées. Il va apprendre à lire des partitions. Il approfondira ses connaissances dans la polyphonie. Son destin est déjà tout tracé. Léo se consacrera à la musique. m'a Dieu donné le roi de gloire. La musique est sa première passion, et au fil du temps, un autre sujet va l'intéresser au plus haut point. Un jour, il cherche à comprendre la signification du mot anarchie, la négation de toute autorité, d'où qu'elle vienne. Cette phrase touche Léo Ferré au plus profond de lui-même. Pendant 8 ans, il a dû endurer l'ennui et l'autorité des frères des écoles chrétiennes. Le jour où il sortira de tout cela, et quand il en aura les moyens, plus personne ne dira à Léo Ferré quoi dire, quoi faire et surtout quoi penser. Il sera un anarchiste dans l'âme. Que sont mes amis devenus? Il continue son instruction, ses études et sa curiosité sans limite le poussent même à lire des ouvrages interdits par les frères. Mais qu'importe, Léo plonge dans des auteurs qui vont l'accompagner toute sa vie durant. Voltaire, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et bien d'autres. De retour dans sa famille, le jeune Ferré obtient son baccalauréat de philosophie. Son père refuse qu'il s'inscrive au conservatoire de musique. Son père rêve pour son fils d'une carrière de grand avocat. En 1935, ce sera donc en sciences politiques que Léo Ferré, 19 ans, va s'inscrire. Il va s'installer à Paris pour étudier à l'Institut d'études politiques.
Il étudiera aussi le droit à l'université. Mais malgré les obligations instituées par son père, Léo continue sa passion première. Il continue son piano en solitaire. Il améliore sans cesse son jeu. Les études à Paris pour lui sont difficiles. Il redouble même une année. Il n'a aucune motivation pour la politique. Il reçoit son diplôme que l'établissement lui accorde par décision spéciale parce qu'il est mobilisé le 30 octobre 1939, alors qu'il lui manque 2 € à passer. Décidément, les études de Léo Ferré à Paris ne seront guère glorieuses. C'est dans un autre domaine où il atteindra la gloire. Je crois le vent les a ôtés. À 23 ans, en 1939, il revient à Monaco, où il sera mobilisé dans l'infanterie, avant d'être démobilisé dès le mois d'août de la même année. Il va pouvoir se consacrer à la composition. Pour le mariage de sa sœur, il compose un Ave Maria pour orgue et violoncelle et compose des musiques sur des textes d'une amie. Le 26 février 1941 sera la première prestation publique de Léo Ferré au Théâtre des Beaux-Arts de Monte-Carlo. Il usera du pseudonyme de Forlane. La carrière du grand Léo Ferré en est à ses balbutiements, mais plus rien ne pourra l'arrêter dans sa montée vers les sommets. Ce sont amis que vent porte, et ils vantaient Charles Trenet et d'autres lui conseillent d'écrire pour les autres. Il va suivre ce conseil au début de sa carrière. En 1943, l'écrivain René Bauer lui confie des textes qu'il met en musique. C'est le début de chansons qui deviendront célèbres par la suite. La chanson du Scaphandrier, à l'époque, est chantée par Claire Leclerc, Henri Salvador ou Eddie Constantine. Plus tard, quand Léo Ferré chantera ses chansons lui-même, la chanson du Scaphandrier sera parmi ses grandes chansons. Il continue à prendre des leçons de composition et de contrepoint à Nice avec Léonide Sabaniev. Il se marie avec Odette Schlong, qui va le supporter au début de sa carrière. Il commence même à travailler à Radio Monte-Carlo comme pianiste accompagnateur et programmateur musical. Il commence à enregistrer lui-même ses chansons. Francis Claude et Édith Piaf l'invitent même à venir travailler à Paris. La guerre est terminée. Nous sommes en 1946. Léo Ferré a maintenant 30 ans. De nouveaux horizons pointent maintenant vers lui. Je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les... Le succès ne viendra pas facilement pour Ferré. Les débuts sont même difficiles. Il signe un contrat avec une petite maison de disques, le Chant du Monde, qui n'a pas les moyens de bien le distribuer et le faire connaître. De plus, cette maison est affiliée au Parti communiste français. Léo Ferré galère durant ces années. Il travaille à la radiodiffusion française pour joindre les deux bouts. Son mariage avec Odette ne fonctionne plus. Il en est très malheureux. De plus, même si ses compositions sont de qualité, les interprètes ne lui portent guère attention. On le trouve inaccessible, intello et un brin réactionnaire. Il écrira même un opéra, La vie d'artiste, qui ne rencontre à l'époque qu'un succès d'estime. Léo Ferré songe alors à tout arrêter et à s'en retourner à Monaco. Il rencontre Madeleine Rabereau, qui le motive pour rester à Paris.
Il renouvelle son contrat avec le Chant du Monde et cette fois-ci, il enregistrera 12 chansons, ses premières à être commercialisées. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais qu'importe, Léo Ferré a maintenant une confiance en lui qui ne le quittera plus. Il sait qu'il est sur la bonne voie. Les compositions sont solides et feront leur chemin avec le temps. Parmi ces chansons, on retrouve le flamenco de Paris, Saint-Germain-des-Prés, la vie d'artiste ou encore la chanson du scaphandrier. Ses efforts dans le monde symphonique sont un échec à Paris. Son oratorio sur la chanson du Mal-aimé d'Apollinaire et sa symphonie interrompue seront mis au rencard à cette époque. Le monde n'était pas encore prêt pour Léo Ferré. Un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Catherine Sauvage va lui donner un sérieux coup de main pour sa carrière. Elle interprète Paris Canaille, qui devient un succès. Le monde de la chanson commence à s'ouvrir pour lui. Odéon lui offre un contrat et il va enregistrer un album, puis d'autres comme le piano du pauvre. La reconnaissance est difficile à acquérir. Léo n'est pas encore à son sommet dans la chanson populaire. Il n'a pas encore réussi à s'imposer réellement. Le reste de la décennie des années 50 va continuer à être très inégal pour Léo Ferré, qui verra plus le succès par les interprètes. Yvette Giraud, Édith Piaf ou encore Henri Salvador, qui imposent à quelques reprises ses chansons. Le meilleur reste à venir. L'année 1959 sera une année importante pour lui, une année qui va forger les années à venir. Ferré en a terminé avec la maison de disques Odéon. Il est libre comme l'air. Il continue à composer. Il compose un impressionnant total de 51 chansons durant l'année. L'inspiration est là et de grandes chansons vont bientôt être entendues. Léo Ferré vit quand même dans la précarité. Il vend à son nouvel éditeur, les éditions Méridien, les droits de 159 titres, perdant ainsi le contrôle total de l'œuvre de toute une décennie. Il continue tout de même dans la composition de nouveaux titres. Il est en train d'établir un nouveau catalogue de chansons qui vont lui servir pendant des années. En 1960, à 44 ans, Léo Ferré signe pour la maison de disques Barclay. Eddie Barclay va offrir à Ferré ce qu'il n'a jamais eu, les moyens financiers, une promotion adéquate, un studio à la hauteur et des musiciens qui l'aideront pour l'enregistrement de grandes chansons à venir. Eddie Barclay sait comment s'y prendre. Il prend les choses en main et rapidement, la carrière de Léo Ferré grimpe dans les sommets. Jeanne Breteau le fait passer à l'Alhambra. C'est le triomphe. Ferré a trouvé sa voix et son style. Même les chansons sur les textes des poètes sont accueillies favorablement. La décennie à venir ne sera que du succès. Paname, Joli Môme, comme à Ostende et tant d'autres vont forger le succès durable de Léo Ferré. Les chansons d'Aragon en 1961 vont suivre. Si Eddie Barclay lui a imposé des chansons gentilles et commerciales pour atteindre le succès à ses débuts, Léo Ferré n'a pas perdu son penchant révolutionnaire, anarchiste et provocateur. La chanson Mon Général, Les Rupins, Miss Guéguerre, parmi d'autres,
seront censurées et interdites d'antenne. Léo Ferré est provocateur et fidèle à lui-même. La décennie continue à être de plus en plus riche. Les musiciens de studio sont toujours impatients de travailler avec Léo Ferré, qui est à son summum et qui ne compose que des chefs-d'œuvre. En 1962, c'est l'album La langue française, avec des chansons comme Mister Georgina, Les Tziganes ou Tes Rock Coco. Puis l'album Ferré 64, avec C'est le printemps ou Le marché du poète. Si l'album de 1961, Les chansons d'Aragon, était ni plus ni moins un chef-d'œuvre, Ferré récidive avec Les poètes, avec un album double, Verlaine et Rimbaud. Un autre grand disque, joliment orchestré et d'une sensibilité à fleur de peau. Décidément, Les poètes inspirent des mélodies inoubliables à Ferré. Fin 1967, Ferré termine son cycle sur les poètes avec Léo Ferré chante Baudelaire, et c'est encore la perfection. La beauté des textes, accompagnés d'arrangements exceptionnels, vont faire en sorte que les musiques de Ferré sur les poèmes des poètes vont atteindre de grands sommets. L'été 1968 va nous amener le grand succès, c'est Extra, et la fameuse chanson Pépé et les anarchistes. Chaque album de Léo Ferré à cette époque est un événement. L'inspiration ne quitte jamais Léo, qui a un impressionnant total de chansons en réserve. Amour Anarchie est un double album qui paraît en 1970. Encore de grands titres comme La mémoire et la mer, Petite, Poète vos papiers ou encore Cette blessure. Près de 10 ans après son arrivée chez Barclay, Ferré, à 54 ans, est toujours pertinent dans ses textes et très populaire parmi la nouvelle génération qui aime en lui son côté anarchiste. La solitude sera un disque paru en 1971 qui va rompre avec les années précédentes. Ferré enregistre cet album avec un band nommé le Zoo, un groupe de rock progressif. En 1972, Ferré en profite pour enregistrer son oratorio, la chanson du mal-aimé, qu'il avait composée en 1952 et qui, à son grand regret, était tombé dans l'oubli. En 1973, ce sera « Il n'y a plus rien ». Ferré s'occupe seul des arrangements. C'est le premier album où aucun arrangeur ne sera impliqué dans la réalisation d'un disque de Léo Ferré. Night and Day est la chanson à signaler dans ce disque. Et Basta va continuer dans le même style que le disque précédent. Un texte parlé qui entrera dans l'estime de beaucoup de gens du milieu. En 1974, c'est le dernier disque chez Barclay, L'Espoir. Le plus grand chapitre de la carrière musicale de Ferré vient de se terminer. De 1960 à 1974, Léo Ferré a atteint les plus grands sommets, autant artistiques que commerciaux. Des sommets qu'il n'atteindra plus jamais par la suite, même si Léo Ferré n'a pas terminé de nous offrir de grandes réalisations. Des années-lumière et j'en laisse, je suis le fantôme gercé. Le reste de la carrière de Ferré va être beaucoup moins flamboyante. Il continuera à produire des œuvres moins commerciales, des œuvres coup de poing à l'occasion.
La grande époque populaire pour Ferré est maintenant terminée. Mais il n'en demeure pas moins inspiré et demeure fidèle à lui-même. Ferré cause, il en a beaucoup à dire et il va s'exprimer à travers un amoncellement d'albums à venir. Ferré tournera beaucoup, même si les médias et la jeunesse s'est détournés de lui. Pour certains, Ferré a perdu de sa pertinence, malgré qu'il va nous offrir encore des œuvres de grande qualité. Il continue quand même à remplir les salles. Léo Ferré demeure un monument de la chanson française. Il est l'un des derniers de sa génération. Ses spectacles demeurent de grands événements. Ferré réussit une sorte de communion avec un public qui ne l'abandonne pas. Ses spectacles sont accueillis parfois avec des ovations alors qu'il n'a pas encore commencé sa prestation. On aime Léo Ferré et on a plein de tendresse pour lui. En 1975, c'est la publication de l'album Ferré, Muet dirige. Ferré est dans son rêve symphonique. Il adore diriger un orchestre et il ne gâche pas son plaisir. Le passage cependant chez CBS va être de courte durée pour Ferré. Même si les œuvres sont de qualité, le potentiel commercial de ses albums demeure confidentiel. En 1976, c'est au tour du disque Je te donne, qui ne rencontre aucunement les objectifs de la compagnie pour les vendre. La Frime en 1977 sera le troisième et dernier disque de Ferré chez CBS. Il devra dorénavant débourser lui-même pour louer un studio d'enregistrement. Il ne signera dorénavant que des contrats pour la distribution de ses disques. En 1979, c'est l'album « Il est 6 heures ici et midi à New York ». Un disque excellent, supérieur à son passage chez CBS. À cette occasion, c'est l'Orchestre symphonique de Milan qui est à la manœuvre pour Léo, qui termine la décennie des années 70 de très belle façon. En 1980, c'est La violence et l'ennui, un de ses plus grands disques lors de sa dernière période. De ce disque, Ferré dira « Il ne faut jamais se laisser gagner par l'ennui. Si on le sent venir, il faut sortir, gueuler, foutre en l'air le pouvoir et les millénaires de morale qu'on nous a collés sur le dos, partir loin, s'extirper de cette glu. » En 1982, Léo Ferré frappe le grand coup. Ludwig, l'imaginaire, le bateau ivre, un album trip. Léo Ferré a encore plein de choses à dire, beaucoup de textes en réserve. Il est dans l'urgence, il a besoin de tout sortir. En 1983, c'est l'Opéra du pauvre, une œuvre qui contient des fragments d'une œuvre composée en 1956 et qui l'améliore avec plein de textes nouveaux. En fait, l'Opéra du pauvre devient une œuvre complètement nouvelle, de style baroque. À l'époque, l'album tient en 4 vinyles. Ferré va au bout de ses rêves symphoniques. Il ne se refuse rien. En 1985, Les Loubards est un album où il en profite pour mettre en musique des textes de son ami poète Jean-Roger Cossimon. Ce disque est une belle surprise où Ferré nous gratifie de quelques belles mélodies. 1986 verra l'apparition de l'album On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un autre disque double où une fois de plus,
il fait la part belle à ses chers poètes qui l'ont accompagné toute sa vie. L'Orchestre symphonique de Milan est toujours là pour l'accompagner. En 1990, c'est le disque Les Vieux Copains. Au crépuscule de sa vie et de sa carrière, Ferré publie le meilleur de ses disques des 10 dernières années. 16 belles mélodies, comme à la belle époque. Ce sera le vrai dernier disque de chansons du vivant de Ferré. Une saison en enfer sera son ultime œuvre, un texte datant de 1963, sans musique réelle, enregistré en 3 jours. L'amour aimante, le mal ne sait pas seul venir. Tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Après sa séparation de Madeleine Rabereau, Léo Ferré va s'établir au début des années 1970 à Castellina, qui est situé en Toscane, à mi-chemin entre Florence et Sienne. Ferré était tombé en amour avec le décor de cette région. Il acheta une demeure entourée par 15 hectares de vignes et d'oliviers. Dès que l'on sut que le grand Léo Ferré s'était établi dans ce coin de pays, il devint par le fait même une sorte de vedette adulée et respectée de tous. C'était une fierté pour les gens du milieu de savoir que Léo Ferré était maintenant un citoyen à part entière de leur communauté. Marie-Christine Diaz fut sa fidèle compagne de 1971 jusqu'à la fin de sa vie en 1993. Elle explique le début de sa relation avec Ferré. Elle dira « En 1968, après la mort de Pépé, il a décidé ce jour-là de repartir à zéro. Ce jour-là, c'est le 8 avril 1968. À 5 heures du matin, j'ai pris un train à Gourdon pour Toulouse. Léo est venu me chercher. Il me manquait 15 jours pour être majeur, puisque je suis né le 25 avril 1947. La majorité était alors à 21 ans. Nous avons roulé comme ça, de ville en ville, d'hôtel en hôtel. Puis, on s'est arrêté en Lozère, au mont Aubrac. En pleine campagne, a-t-elle confié. Ils arrivent finalement en Toscane, d'où ils ne repartiront plus jamais. Leur fils naît 3 ans avant que le divorce ne soit officiellement prononcé avec Madeleine. En mars 1974, Ferré épouse en 3e noces Marie-Christine Diaz. Dès 1975, il multiplie les tournées avec ardeur et passion, jusqu'à la fin de l'été 1992, où, à 76 ans, il doit annuler ses engagements. Léo Ferré meurt chez lui le 14 juillet 1993, à l'âge de 76 ans. Il était malade depuis plusieurs années. Bien que décédé dans son domaine en Toscane, Ferré sera inhumé au cimetière de Monaco, dans l'intimité. Il n'avait jamais oublié l'endroit qu'il a vu naître. Sa veuve Marie-Christine et son fils Mathieu veillent à l'héritage musical que Ferré a laissé. Bon nombre de chansons inédites ont refait surface en 9 albums différents, ainsi que 3 albums en spectacle. Léo Ferré avait amassé à travers les années une importante somme de chansons et de textes.
En 1950, Léo Ferré rencontre Madeleine Rabreau à Paris. Ce sera une folle passion pour lui. Il dira qu'il est né une deuxième fois quand il l'a rencontrée. C'est l'autre bout de moi-même. Elle sera sa principale motivation dans la poursuite de sa carrière. Elle devient sa muse. Elle lui fait prendre conscience de son talent et le conseille judicieusement sur ses choix artistiques, autant dans la mise en scène que dans son habillement. Ils vivent ensemble avec Annie, la fille de Madeleine. Durant toute la décennie des années 50, elle sera le rempart de Léo face au monde, un amour sans ombrage. Madeleine est de tous les combats pour supporter son homme, une relation qui va durer pendant 18 ans, mais qui va se terminer tragiquement, dans une incompréhension totale et dans un grand égoïsme. En 1961, Léo Ferré, avec l'accord de Madeleine, adopte une guenon, qu'il va surnommer Pépé. Le couple considère ce chimpanzé comme une personne. Annie, la fille de Madeleine, raconte les faits suivants. Pépé avait sa chambre, ses jouets. Elle déjeunait avec nous, faisait la sieste, conduisait la voiture sur les genoux de Léo. Le soir, avant d'enfiler son pyjama, elle buvait gentiment sa tisane avant de nous serrer très fort dans ses bras. Un animal que celle qui a inspiré la chanson Joli Môme décrit en revanche comme sournois, puisqu'il lui a fait vivre un véritable enfer et n'hésitait pas à la mordre très fréquemment. Le tout sans que ses parents ne s'en rendent compte, puisqu'ils étaient complètement gaga de leur chimpanzé. En 1968, Léo et Madeleine vont se disputer violemment quand Pépé fait une chute. L'animal est mal en point et il va mourir. Ferré va agir lâchement. Il en profite pour plier bagage en abandonnant lâchement Madeleine et sa fille. Ferré reconnaîtra avoir commis une saloperie dans une lettre adressée par la suite à son épouse. Il lui a aussi expliqué qu'il fallait bien qu'un des deux fasse ce pas. Madeleine Rabreau a dû se débrouiller dans un domaine de 40 hectares avec un zoo d'animaux en souffrance. Des chiens, des chats, un taureau, des vaches, des moutons, des cochons et même des chimpanzés. Le divorce sera prononcé en 1973 dans une grande amertume. Annie en rajoute sur l'histoire entre sa mère et Léo Ferré. Elle est très amère envers Léo Ferré dans l'abandon face à sa mère. Elle défend sa mémoire face à une presse accusatrice après la fuite de Léo et la mort de Pépé. Ceux-ci parlèrent alors de vengeance, de massacre, d'assassinat de tous les animaux, alors qu'il n'en était absolument rien. Elle révèle que l'on avait bien averti sa mère et Ferré qu'il fallait que Pépé sache qui était le maître, sinon c'était le désastre assuré. Elle dira: il s'était entouré peu à peu d'un véritable zoo d'animaux en souffrance. Chiens, chats, taureaux, vaches au nom de la mère et des tantes de Léo. Autres chimpanzés achetés au hasard des cirques ambulants. Une vieille Zaza qui avait les mains de piaf, selon Léo, ne quittait plus sa cage. Elle était dangereuse. Lui-même y pénétrait rarement. Il en avait peur. Le personnage le plus important de leur étrange vie restait avant tout Pépé. Elle raconte une histoire hallucinante sur Pépé. Un jour que je me promenais derrière ma mère dans une des allées du château, Pépé grimpa soudainement dans un arbre au-dessus de moi et se laissa chuter violemment sur ma tête.
Je tombai sous le choc, presque évanoui. Elle me mordit. Je poussai un cri, et devant ma mère interrogative qui se retourna, Pépé prit immédiatement un air innocent, des plus innocents, et se mit à m'embrasser avec une tendre mimique là où elle m'avait mordu. « Tu t'es fait mal, elle te console, c'est comme ta sœur. » Impassible, indifférente, elle continua son chemin, et Pépé me remordit de nouveau. L'enfer. En 1993, nous quittait l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la francophonie, un poète parmi les poètes. Léo Ferré laisse un important héritage réparti en près de 58 albums sur 50 ans de carrière. Léo Ferré, pour bon nombre, était dans une classe à part, inclassable. Un homme original, avec ses contradictions, mais un artiste unique en son genre. Il n'y a personne qui pouvait se comparer au grand Léo Ferré. Léo Ferré l'anarchiste. Paris-Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon, bras des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon, des Delacroix, bébères d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames se font une raison, elles se font bigames et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold-up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là la une, ah là la deux, file-moi 3 thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là la der, ah là la rien, t'es un gangster à la mi-pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris j'ai bu à la voix grise, le long des rues tu vocalises, y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, ah, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux mais c'est si bon. Paris flonflon, t'as l'âme en fête et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon.